9h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Enfin, le retour des vraies voix honnêtes. Oui. Je suis toujours là. Non, je ne dirais pas ça. Vous n'êtes pas une vraie voix, Maxime. Vous êtes le réalisateur de cette émission. Autant pour moi. Excusez-moi, sachant que j'ai été traité de truand pendant des années par Philippe Bilger. Moi, j'ai été traité de vendu avec Philippe Bilger. Oui, non, mais là, c'était pas une injure, c'était un qualificatif. Alors, non, mais c'est moi, j'exige que Philippe Bilger me présente ses plus plates expressions Popolo. Ou sinon, je vais le traiter de ganache. De ganache. Ganache, par rapport à vendu, c'est presque un compliment. Si vous avez raté cet épisode, nous avons découvert que des vraies voix trichaient au qui c'est qui l'a dit. C'est très grave. C'est très grave, très grave. Ils ont été autant. C'est ça. Et quand les tricheurs n'étaient pas là. Oui. Et en fait, on a été naïf parce que penser que Sébastien Ménard, Jean Dorido et Éric Revel pouvaient avoir de la culture générale, c'est tellement surréaliste. Ça aurait dû nous sauter aux yeux. Voilà. Oui, c'est ça. Toute une vie d'honneur et de probité pour chuter sur le qui c'est qui l'a dit. C'est dramatique. C'est dramatique. De toute façon, ils sont punis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Il y en a qui Heureusement, nous avons fait Afuera avec d'autres vraies voix honnêtes. Philippe Bilger est avec nous. Michael Sadoun, chroniqueur politique et consultant en communication. Et Marie-Laure Buisson, essayiste et présidente fondatrice de la Fondation Marie-Laure Buisson. Soyez les bienvenus. Au sommaire de cette émission depuis le printemps 2025, Paris fait face... non, je me suis trompée peut-être. Ça, c'est le second débat. Oui, on parle alors, je sais plus où j'en suis du coup avec mes bêtises. En tout cas, voilà, on est à 2 jours des municipales avec cette question du jour, Philippe. Qui, pour vous, va être le vainqueur de ces municipales? Alors, on vous donne 4 choix, mais vous pouvez répondre un autre. C'est limité à 4 sur Twitter. Et vous dites à 64% que ce sera le RN, le vainqueur des élections. Vous avez d'autres idées? On attend vos appels au 0826 300 300. Et c'est la question du soir à 18h30. Depuis le printemps 2025, Paris fait face à une série de signalements qui mettent en cause des animateurs périscolaires soupçonnés de violences sexuelles, souvent sur de jeunes enfants. Et on vous pose cette question, violence sexuelle dans le périscolaire à Paris, y a-t-il eu une omerta? Eh bien, vous dites oui à 100%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Alors, il y a la ligne droite, hein? Les élections municipales approchent et les candidats ont commencé leurs opérations de séduction. Écoutez, non, je n'ai pas honte de me représenter, d'autant plus que le juge n'a pas encore tranché. Des électeurs qui n'ont pas encore fait leur choix. Quelles sont les méthodes employées? En ce qui concerne ma campagne, je n'ai pas vraiment de méthode, si ce n'est converser, avoir un réel échange. Nous, les mères de famille, on est vraiment derrière vous. Oh, merci. Jamais un maire m'a autant fédéré. Eh oui. Messieurs, dames, pour une France propre, une France pure, une France soudée, où on parlerait que d'une seule voix. Bonjour, monsieur. Nous, pendant les opérations, on ne parle que de vous. Formidable. Nous, la mixité, on se sent intégré avec vous. Ah, merci, madame. Merci beaucoup. Ah, ça, vous voyez, il m'adore. Les vraies voix Sud Radio. Et on vous pose cette question, qui sera le vainqueur de ces municipales? Et bien pour vous, ce sera le RN à 64%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et justement, Dominique est avec nous du Roussillon. Bonsoir Dominique, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. Dominique, selon vous, quel parti sera le grand vainqueur de ces municipales selon vous? Écoutez, moi je voudrais commencer plutôt par les perdants, parce que pour moi le grand perdant c'est l'électeur en premier. On avait quand même 60, je crois qu'on avait 60 ou 70% des communes qui n'avaient qu'une liste, donc qui n'avaient pas un vrai choix électoral. Peut-être que c'est un des grands défauts d'avoir limité le nombre de mandats, puisque avant, peut-être quand les députés étaient maires, ils se rendaient compte de ce qui se passait sur le terrain. Là, on a voté cette loi qui a empêché la démocratie réelle de s'exprimer. Donc pour le premier grand perdant pour moi c'est l'électeur. Les problèmes locaux ont été relégués au second rang au bénéfice d'une politique du parti, ça m'a dérangé profondément. Le second grand perdant c'est le parti macroniste, parce qu'il faudrait peut-être en parler aussi, qui disparaît comme le mistigris, parce que on a l'impression que plus personne ne veut attraper ce mistigris là. Les anciens macronistes sont reconnaissables, ils portent un masque, ils font la queue pour se faire vacciner 3 fois pour plus jamais attraper ou faire une rechute. Et j'en veux pour preuve, par exemple, un maire d'une très belle ville des Alpes
qui fut ministre de Monsieur Macron et qui, lors d'une interview, a balancé: le prochain qui me rappelle que je suis macroniste, je le fous dans le lac. Donc c'est devenu même une honte pour les macronistes. Ah oui. Ouais. Et puis vous avez les LR et le PS qui sont devenus un acronyme, c'est devenu la PLS. Donc ils sont en état de mort cérébrale tous. Le RN que l'on annonce comme un tsunami, c'est juste un pet dans une baignoire, parce que finalement, si on regarde bien tout ce qui s'est passé, on n'a pas vraiment vu une vague RN qui était soi-disant attendue. Et pour moi, le grand gagnant médiatique, c'est pour moi, c'est LFI, et ça annonce une catastrophe, mais absolument nationale, que se refuse à voir et à comprendre, entre guillemets, les pseudo-élites. Et moi, j'y vois une atomisation des territoires. Et je pense que dans moins de 15 ans, si on n'y prend pas garde, ça va transformer la France, non pas en libanisation, mais en yougoslavisation. Et ça me fait très très peur. Et juste une spéciale dédicace, et je ne vote pas pour Madame Knafo, mais je l'ai trouvée brillantissime, et j'aimerais que tout le monde soit au niveau. Et j'attends de Sud Radio que vous organisiez enfin un vrai et beau débat entre Sarah Knafo et Sébastien Delogu, parce que là, franchement, ça aurait de la gueule. Voilà, c'est tout ce que j'attends de vous. Ce serait peut-être trop simple. Il y a un petit gap intellectuel quand même. J'ai peur qu'ils ne se comprennent pas. Et plus sérieusement, vous savez ce qui va gagner dimanche prochain ? Non. Le parti du dégoût. Le parti du dégoût, parce que franchement, ces élections municipales qui sont des élections locales, dont finalement les Français essayent d'avoir une vision qui soit une vision terre à terre par rapport à leurs problèmes locaux, a été transformée en une élection entre guillemets nationale, un premier jet qui nous annonce un 2027 pathétique. Et ça me rend très triste. C'est un bilan très dur, Philippe Bilger. Oui, très intéressant. Quand on vient aux vraies voix pour espérer garder le moral, il ne faut pas entendre notre auditeur qui est très brillant, très décapant et très pessimiste. Là où je le rejoins, je crois en effet que le RN, derrière des succès indiscutables, en réalité est devancé dans les avancées par LFI. Il est clair que la honte de cette alliance entre les socialistes et LFI va donner à cette dernière structure une légitimité qu'elle perdra peut-être, je n'en sais rien, mais qui est importante. Et deuxième élément, pas du tout de dégoût, au contraire, cette campagne municipale a passionné et passionnera encore bien davantage. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Dominique, vous ne bougez pas, on fait une petite pause et dans un instant, on revient avec justement la prise de parole de nos vraies voix. À tout de suite. Sud Radio. De Minibus. Les vraies voix jusqu'à 19h ce soir. Si vous êtes sur la route en partance pour le week-end, faites bien attention à vous, bien entendu. Philippe Bilger est avec nous, Mickaël Sadoun, Marie-Laure Buisson et vous au 0826 300 300. Dominique est avec nous du Roussillon avec cette question qu'on vous pose aujourd'hui. Pour vous, qui va être le vainqueur des municipales ? Eh bien, vous dites le RN à 62% désormais. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre auditeur Dominique qui est avec nous dit que pour lui, le grand gagnant, c'est le parti du dégoût. Marie-Laure et LFI, oui. Et Marie-Laure, votre avis sur ce qu'a dit Dominique ? Je pense que c'est pas faux. Je pense qu'il a raison. Il y a un certain nombre de gens qui sont absolument dégoûtés par les tambouilles qu'on a pu voir. Le PS qui explique non, jamais, Johanna Roland, jamais il y aura d'alliance avec LFI au deuxième tour. Et puis, hop, le soir du premier tour, elle s'aperçoit qu'elle a besoin de leur voix. Donc elle dit non, mais il s'agit juste d'une alliance technique. Bon, ça s'appelle du foutage de gueule, en d'autres termes. Moi, ce que je pense, en fait, c'est que en politique, c'est toujours la même chose. Celui qui gagne, c'est celui qui a la plus grande capacité de nuisance. C'est pas un monde de l'amour et de l'affection et de la prise dans les bras. C'est pas ça, la politique. Donc, la plus grosse capacité de nuisance, celui qui en a fait le plus la démonstration, c'est quand même LFI. Jusqu'à maintenant. Parce que ils ont soumis, il faut voir la façon dont Mélenchon parlait du PS. Il en parlait comme genre en disant, ils viendront nous manger dans la main et on les achètera à pas cher. C'est exactement la phrase pas cher. C'est la phrase qu'il a employée. Donc en fait, il y a les combinards et puis un effet prostitution, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, je pense que c'est très fortement ressenti. D'ailleurs, il sait très bien ce qu'il fait quand il fait ça. Il humilie les gens, il salit la politique, et c'est très fortement ressenti. Maintenant, il reste que dans l'esprit des Français, c'est toujours pareil. Il y aura en fait des symboles qui vont qualifier cette élection. C'est-à-dire, ce sont quelques grandes villes qui laisseront
un arrière-goût. Donc, si Paris est perdu par la droite, si Toulon est perdu par le RN, si Lyon est perdu par Monsieur Aulas, qui avait un boulevard devant lui, effectivement, la droite aura a priori la réputation, aura perdu cette élection dans l'esprit des gens. Alors moi je crois que tout dépendra des résultats ponctuels. Si le RN ne gagne pas Toulon, c'est un échec. C'est un échec parce qu'ils n'auront pas eu de vraie poussée dans ces municipales. Je pense que le gagnant est LFI. Pourquoi ? Parce que je me souviens un échange avec Françoise Legoy où elle disait avec les propos de Jean-Luc Mélenchon, ils vont rien faire au municipal, ils vont s'effondrer. Je lui avais répondu, ça ne leur coûtera pas une voix. Ils ont gagné une ville de plus de 100 000 habitants qui s'appelle Saint-Denis au premier tour. Non mais c'est quand même quelque chose. Ils vont gagner Roubaix, c'est sûr et certain. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à faire une chose. Ils sont arrivés avec tous toutes leurs outrances, tous les propos qu'ils ont tenus, à continuer les alliances avec le PS, tandis qu'à droite, on se pince toujours le nez avec l'union des droites, en écoutant évidemment Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Gérard Larcher, c'est-à-dire tous les has-been de la politique. Moi, je pense que dans cette élection... Et je suis gentil, je pensais autre chose que has-been. Je pense que dans cette élection, il y a 3 catégories de partis. Il y a les partis qui vont forcément gagner pour la bonne raison qu'ils n'avaient rien à perdre. Donc ça, c'est LFI et le RN. Ils n'avaient pas d'ancrage local à la base, donc forcément, ils vont faire une petite poussée d'une manière ou d'une autre. Tu peux dire qu'ils vont perdre une ville ici ou là, que peut-être leur score décevra. Là, je dis qu'ils ne vont pas la gagner. Non, d'accord, qu'ils ne vont pas gagner alors qu'on s'y attendait. Mais en tout cas, ce sera mieux que la dernière fois de toute façon. Il y a les partis qui avaient quelque chose à perdre et finalement, ils ne vont pas perdre tant que ça. Je pense notamment aux écolos. Moi, je pensais qu'ils allaient se faire ratatiner compte tenu du bilan catastrophique qu'ils avaient. Et en fait... À Bordeaux, ça se maintient plutôt. À Lyon, ça se maintient plutôt. Compliqué moi, aussi. Oui, mais d'accord. Mais bon, moi, je pensais qu'ils allaient se faire ratatiner. Moi aussi. Ils sont toujours là. Puisqu'on est dans le décalage entre les attentes et ce qui se passe, les écolos, c'est pas tant que ça. Et Strasbourg. Et la dernière catégorie, c'est les partis qui avaient quelque chose à perdre et qui, pour le coup, vont perdre quelque chose, c'est-à-dire le PS et LR, dû à quoi les deux pour la même chose. Une ambiguïté stratégique qui fait que le PS n'arrive pas à se décider sur la question de LFI et LR n'arrive pas à se décider sur la question du RN. On a vu encore ce matin François-Xavier Bellamy désavouer Xavier Bertrand et Gérard Larcher à demi-mot en disant... en fait, qui préférait Ciotti. Et c'est bien normal qu'il préfère Ciotti. Ciotti était encore président des Républicains il y a 2 ans. Il est exactement sur la même ligne que Bruno Retailleau et François-Xavier Bellamy. Pourquoi est-ce que Bruno Retailleau, en qualité de chef de LR, ne décide pas d'avouer cette sympathie au lieu d'essayer de ménager la chèvre et le chou? Il se fait désavouer par Xavier Bertrand et Gérard Larcher, qui franchement, désolé de le dire comme ça, lui chie dans les bottes en décidant de soutenir plutôt Christian Estrosi alors qu'il n'a plus aucune accointance idéologique avec la droite. Donc je trouve que ces partis-là, évidemment, vont perdre. Quant à la Macronie, c'est peut-être une 4e catégorie dont on pourra parler, mais eux, c'est ni fait ni à faire, ils n'avaient rien, ils n'auront rien. Je dis un mot de 2 secondes sur la Macronie. S'ils gagnent Paris avec Dati et Bordeaux avec Cazenave, c'est un triomphe pour eux. Ah bah c'est un triomphe. Ah oui. En gagnant 2 villes. Sauf que je suis pas sûr que Dati, dans l'esprit des gens, appartienne vraiment à la Macronie. La réalité, c'est qu'elle est bien marquée. Alors je peux vous dire que dans la tête il y aura de la récupération, ça c'est sûr. Dans la tête de Prisca Thévenot et de Maud Bréjon, si elle gagne, elle sera macroniste de la première. Vous avez raison, Marie-Laure, elle appartient à Dati. Voilà. Surtout. Dominique, vous êtes avec nous. Est-ce qu'on vous a convaincu ? Non, je vois que finalement certains sont d'accord avec moi et d'autres le sont un peu moins. Mais effectivement, je pense qu'on peut être pessimiste aujourd'hui quand on voit l'état de notre pays, et on peut être optimiste quand on voit finalement l'intérêt qu'ont les Français pour la chose politique. Même s'ils ne veulent plus se déplacer dans les urnes, ils en parlent beaucoup. Ils sont quand même animés par cette culture politique, et ça, j'espère qu'on continuera à l'entretenir. Et pour ça, il nous faudra quand même de nouvelles têtes, une nouvelle voix, et puis peut-être un rassemblement plus large à droite, enfin. Allez-y, Dominique, vous n'avez pas l'impression que, malgré votre pessimisme qui peut plomber le moral même le plus endurci, on a appris des choses et on en apprendra encore davantage avec le second tour. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que certaines illusions se sont dissipées, par exemple avec ces municipales, et qu'on y voit un peu plus clair ? Non, je suis désolé Philippe, moi les illusions je les ai perdues il y a bien longtemps,
et rien n'a été dissipé. Je voyais déjà très clair avant ces municipales-là. Je suis plutôt d'une orientation de droite libérale, modérée, on va dire, mais pas non plus centriste. Et je suis extrêmement confus parce qu'aujourd'hui, je ne reconnais pas cette droite qui était une droite avec des valeurs. C'est une droite qui n'est pas capable de dire ce qu'elle est, qui n'est pas capable d'affirmer ses valeurs, de dire ce que sont les réels problèmes du pays. C'est une droite qui veut plaire à la gauche et qui finalement est une seconde gauche. Oui, mais voilà, vous devriez avoir de l'espoir parce que David Lisnard a fait 81% à Cannes, donc ça montre que vos idées en fait sont plutôt plébiscitées par beaucoup de Français. Je vais vous dire une chose, je vais être hyper honnête avec vous. J'avais pris ma carte chez David Lisnard. Ah, bah vous voyez. Non, mais franchement, je vous dis, j'adore le personnage. Je trouve le personnage excellent. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il attend, et pourquoi aujourd'hui finalement il fonctionne un petit peu comme. Je vais être méchant, mais il fonctionne un peu. Il a autour de lui certaines personnes qui veulent le faire fonctionner un peu comme un macroniste. Et ça me dérange parce que David mérite beaucoup mieux que ça. Il est bien au-dessus de la mêlée, mais on l'attend. Qu'est-ce qu'il fait Où est-ce qu'il fédère? Moi, j'étais à fond derrière lui. Je suis allé à Cannes, je suis allé rencontrer ses équipes, et là j'ai vu des équipes qui étaient des équipes entre guillemets pseudo-macroniste. Donc ça m'a dérangé. Ouais, je comprends. David est extra, mais je trouve qu'il a un entourage qui est un entourage un petit peu toxique autour de lui. Faut pas qu'il se laisse faire, c'est le chef. Merci Dominique, en tout cas, d'avoir participé à ce débat. Vous revenez quand vous voulez. Et tout de suite, parce qu'on est en période Arcom. Vous savez, il y a eu mercredi le débat entre Jean-Luc Moudinque et François Piquemal, et on doit respecter à la seconde près les temps de parole, les deux candidats à la mairie de Toulouse. Et donc on écoute quelques instants de François Piquemal. Il y a une situation qu'on n'accepte pas, quelles que soient nos opinions politiques. C'est que dans notre ville, il y a 350 enfants aujourd'hui qui vivent à la rue. En tant que maire de Toulouse, à partir de ce dimanche, je mettrai en place avec les services le nécessaire pour que ces enfants soient relogés dans les 2 semaines qui suivent notre arrivée au Capitole. Tout simplement parce que protéger l'avenir, c'est aussi protéger celles et ceux qui souffrent de la précarité face au logement. 2300 familles partent chaque année de Toulouse faute de pouvoir se loger. C'est une situation anormale qui est liée à l'austérité voulue par M. Moudinque et M. Macron, son grand ami. Je serai le maire qui reloge tout le monde. Nous allons construire 24 000 logements publics pour reloger 50 000 personnes et mettre en place l'encadrement des loyers. Parce que plus que jamais, se loger est un droit humain essentiel qui doit être respecté dans la 3e Île-de-France. Allez, restez avec nous dans un instant. Seul contre tous, Michael Sadoun. La politique peut encore changer la vie. Oui, j'y crois. Vous nous le direz dans quelques instants. Et Marie-Laure Buisson, les partis traditionnels n'ont plus d'autorité sur les troupes et leur fédération. On en parlera dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Dès votre réveil, écoutez le Grand Matin Sud Radio. 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être avec des gens honnêtes, Philippe David ? Je n'utiliserai pas ce qualificatif pour tout le monde dans ce studio. Surtout que j'ai été... ma chère Cécile, on a tout de même droit à quelques complicités délétères dans le jeu. Parce qu'ils ont poussé tellement loin la tricherie. Excusez-moi, maintenant la truande, ça s'appelle complicité délétère, comme maintenant on dit un accord technique, un accord électoral. Moi j'ai une question à poser à notre réalisateur Maxime. Oui, ça veut dire que à partir de maintenant, quand vous faites la VAR, quand c'est vous qui décidez, qui a dit la bonne réponse, il faudra quand même que nous soyons quand même. J'ai toujours été honnête sur la VAR. Ah bon, d'accord. Ok. Non, mais est-ce qu'on peut, à partir de maintenant que le jeu est honnête, comptabiliser qui a combien de victoires ou qui c'est qui l'a dit, parce qu'on ne sait jamais qui est vraiment le meilleur dans ce truc. Je vais faire un tableau Excel. Vous avez bien raison. On va faire un tableau Excel. Franchement, faut noter, non? Ouais, absolument. Mais on va le faire. Et à la fin de l'année, on essaie le podium, le lauréat, le meilleur de l'année, celui qui sait qui l'a dit. Voilà, c'est ça. De toute façon, à partir de lundi, il y aura des gendarmes et des policiers ici pour plus tricher. Est-ce que ça va vraiment changer de d'habitude? Et des huissiers de justice, ça c'est obligatoire. Celui qui a gagné ou celui qui aurait dû gagner. Voilà, c'est ça. Tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix
à Sud Radio. Seul contre tous. Ah non, c'est pas du tout l'info. En plus, pourquoi vous me dites que c'est l'info? Ah, c'est moi, pardon. C'est de ma faute, excusez-moi. Je prends tous les torts dans cette émission. Maxime. Bonjour, je m'appelle Cécile. De problème de confiance. Je suis de mauvaise foi. Oui, c'est seul contre tous. Michael Sadoun. La politique peut encore changer la vie. Oui, je crois que la politique peut encore changer la vie et j'ai l'impression que tout le monde n'en est pas convaincu et surtout en écoutant notre dernier auditeur, je vois aussi les scores d'abstention qui sont pas excellentissimes pour la démocratie. Je suis convaincu qu'il y a une fatigue démocratique aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a quand même des raisonnements un peu contradictoires chez ceux qui ne votent pas. C'est-à-dire, ils trouvent qu'on les sollicite pas assez, en même temps, quand on les sollicite, ils se déplacent pas aux urnes. Ils trouvent que les hommes politiques n'ont plus aucun pouvoir, que ce sont des pantins, mais en même temps, les hommes politiques sont responsables de tout. Donc, je trouve quand même qu'il y a quelques contradiction dans ça et je m'adresserai quand même à l'auditeur en disant engagez-vous, vous êtes des acteurs de la démocratie, je suis convaincu que votre voix peut peser. Regardez à Paris, je veux dire une candidate qui sortait de nulle part et on peut l'aimer ou ne pas l'aimer mais qui a fait parler d'elle quand même, qui s'appelle Sarah Knafo, est entrée dans le jeu démocratique parce qu'elle a fait une bonne campagne et parce que des gens se sont engagés pour elle. Je pense que à Paris, en tout cas, dimanche, on a une opportunité unique de changer la majorité à la mairie. Engagez-vous, on a beaucoup de scores maintenant qui sont très serrés dans toutes les villes de France et vous pouvez faire la différence. Vous êtes la démocratie. Donc mobilisez-vous, engagez-vous et ça fera vraiment du bien à ce pays qui est grand et qu'on aime tous. Déjà, j'ai une objection fondamentale à l'égard du point de vue de Michael. Quand j'entends changer la vie, je vois derrière ce slogan tous les totalitarismes. Ils ne rêvaient que de cela. Changer la vie, changer l'homme, changer le citoyen. Changer la vie, c'est pas changer l'homme. Difficile de faire le distinguo. Vous considérez Jean-Jacques Goldman comme totalitaire, comme il chantait changer la vie ou pas? Sérieusement. Elle vient de Maxime. Sur un second point, là où je vous rejoins, mais ça n'est pas ce que vous dites en réalité, c'est qu'on peut retrouver ou restaurer un certain nombre de vertus politiques qui permettraient de recréer un enthousiasme pour la politique. Ça, on peut le faire. Et de mais ça n'est pas ce que vous dites. Mais on ne changera pas la vie. Et de recréer une forme de lien social aussi, parce que la manière dont on débat et dont on aborde les problèmes dans le pays, je suis sûr, pèse aussi sur le quotidien des gens. J'en suis sûr et certain. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que la politique puisse encore changer la vie, cher Michael, parce que tout simplement, il y a l'Europe au-dessus de nos têtes et ça, on a tendance à l'oublier. Je vais pas vous contredire. Exactement, on a tendance à l'oublier et la réalité, c'est que c'est l'éléphant dans la pièce. Donc oui, il peut y avoir des nouvelles personnes telles Sarah Knafo ou d'autres à gauche, peu importe, je pense des exemples comme ça, qui tout d'un coup émergent. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour changer la vie? Réponse, rien. Il y a des compétences après qui ne sont pas les mêmes. Et force est de constater que quand il y a des maires de gauche, les villes se portent différemment que quand il y a des maires de droite. Oui, donc je veux bien qu'ils soient à la marge, mais pas dépositaires de tout, je suis mais de certaines choses. Mais nous sommes tous absolument sous la coupe de toutes les normes européennes. Regardez l'autre jour, il y a pas 15 jours, il y a un pauvre boulanger qui était obligé de fermer sa boulangerie alors à Miramas dans le Var, alors qu'il a pléthore de Bouches-du-Rhône. Pardon. Alors qu'il a pléthore de clients. Pourquoi? Parce qu'il y a un type en costume gris à Bruxelles qui ne sait pas faire la différence entre une chouquette et un pain de seigle, qui lui a expliqué que désormais ça n'allait pas, son four n'était pas aux normes, et donc il fallait qu'il ferme. Mais que je sache, la personne, dans ces cas-là, l'arbitre, c'est le client. À partir du moment où il a plein de clients le matin, pardon, mais ce que donc je voulais dire, c'est que une des raisons de la désaffection des Français, une des raisons pour lesquelles les Français ne vont plus voter, c'est qu'ils savent très bien qu'il y a Madame van der Leyen qui décide de tout. Ça, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord sur l'Europe avec Marie-Laure. Comme l'avait dit Philippe Séguin, tous les boutiquiers français vont servir chez le même grossiste qui s'appelle l'Europe. Et pour vous répondre, Mickaël, ça me rappelle également une citation de Pierre Desproges qui disait « Les enfants croient au Père Noël, les parents votent ». Et ce qui est tout à fait vrai sur le changer la vie. La dernière fois qu'à partir... Je suis pas d'accord, parce que si on en est arrivé là, c'est aussi qu'il y a eu une succession de mauvais votes qui nous ont menés à la construction européenne, etc. Et je voudrais répondre à Philippe Bilger. Il n'y a pas eu que des régimes totalitaires qui ont voulu changer la vie, puisque je vous rappelle qu'en 1981,
Un des slogans de François Mitterrand, c'était changer la vie. Ah oui, mais les 2 premières années de Mitterrand étaient assez graves. Non, c'était pas totalitaire. Mais surtout, Marie-Laure, si je peux me permettre de vous contredire, changer la vie telle que Mickaël a voulu le dire, me semble-t-il. Oui, modérément. Ça n'est pas contradictoire avec la lucidité sur notre impuissance politique. L'Europe, évidemment, pèse beaucoup pour l'expliquer. Mais on pourrait avoir des présidents, par exemple, qui, en dépit de leur impuissance relative, donneraient tout de même cette confiance qui nous laisserait penser qu'ils dirigent correctement la France. Je pense qu'on a le droit de distinguer le point de vue politique partisan d'une sorte de morale générale qui nous donnerait confiance. Mais je suis un incurable optimiste. Et voilà, c'est la fin. Et on passe avec vous, ma chère Marie-Laure, avec les partis traditionnels n'ont plus d'autorité sur leurs troupes et leurs fédérations. Résultat, seuls les extrêmes donnent le sentiment d'être des partis solides et crédibles. Eh ben oui, c'est ce qu'on vient de voir là dans cette élection entre les 2 tours. Le PS qui avait annoncé Orbit et Torbi qu'il n'y aurait pas d'alliance avec LFI au 2e tour. Maintenant, il y a des accords techniques, comme on l'a évoqué tout à l'heure, absolument partout, qui fleurissent dans les communes dès qu'il s'agit de gagner pour le 2e tour. Du côté des LR, alors d'un côté, il y a Larcher qui dit non, il faut soutenir Estrosi pour ce qui concerne Nice. De l'autre côté, il y a Retailleau qui dit non, mais c'est plutôt Ciotti. Enfin bon, ça part dans tous les sens. La réalité, c'est qu'un parti, c'est quand même un organe qui est censé incarner l'ordre, la verticalité, l'autorité. Alors, à partir du moment où il n'y a plus aucune autorité... Et une trajectoire, exactement. Il y a un but vers lequel on tend et on veut arriver quelque part. À partir du moment où ça tangue dans tous les sens, où les voiles faceillent, où ça part à droite, où ça part à gauche, comment voulez-vous que ensuite les Français, en l'occurrence qui sont des électeurs, aient le sentiment que ces partis-là vont diriger le pays? Ils sont déjà même pas capables de diriger leurs propres troupes. Comment voulez-vous qu'ils dirigent un pays de 69 millions d'habitants? Terminé. Donc voilà, donc les gagnants de cette élection sont les partis extrêmes qui, eux, ont des propos, que ce soit LFI ou que ce soit de l'autre côté le RN, qui sont ordonnés, qui ont un but et qui ne flanchent pas, quelle que soit leur conviction, qui disent voilà, c'est comme ça. Si possible avec des insultes, comme c'est le cas de Mélenchon. Mais au moins c'est clair. Alors, je suis pas... Bon, allez-y si vous voulez. Je suis navré, Marie-Laure, malgré les règles du jeu très strictes ici, je vais les violer parce que je suis totalement d'accord avec vous. C'est ça le problème. Alors, puisque on pourrait ajouter en effet que les extrêmes aujourd'hui dominent sur le plan de la cohérence, de la rigueur et peut-être de l'efficacité, parce qu'en plus leurs troupes ne se permettent pas une once de dissidence. Autrement dit, ce sont des blocs, alors qu'ailleurs ce sont des éparpillements. Alors moi je ne suis pas d'accord avec Marie-Laure. Pourquoi? Parce que les partis traditionnels, qu'on me dise pas que le PS n'a pas d'autorité. Le PS a été le premier, vous me passerez l'expression, au bal des faux culs, en disant ouais, ben finalement, s'il y aura des accords, ce sera pas national, ce sera au cas par cas. En clair, on va faire des accords. Mais comme on a quand même un député qui a qualifié Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite, je cite Jérôme Gage, c'est un peu compliqué de faire un accord national, donc on fait pas d'accord national, mais vous faites autant d'accords que vous voulez. Donc je pense que là, c'est pas un problème d'autorité, c'est un problème de faux-cutisme, pour créer un néologisme. Fauculerie. Ou fauculerie, quand même. Oula. Là, c'est plutôt dangereux quand même. Là, c'est un mot du soir. Et je continue. Les LR, ils ont de l'autorité. Tous ceux qui passent un accord avec le RN sont exclus. Donc ça prouve qu'eux, au moins, ils ont de l'autorité. Non. Mais si, ils ont viré tous ceux qui passaient un accord avec le RN. Oui ou non? Oui, mais c'est un bordel sans nom. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis d'accord que c'est une pétaudière, mais les partis ont pour un encore de l'autorité CLR, et pour l'autre fait semblant de ne pas en avoir pour se racheter un semblant de virginité vis-à-vis des Français suite aux propos de LFI, c'est le parti socialiste. Tu trouves que quand Xavier Bertrand désavoue publiquement Bruno Retailleau, il devrait rester? Tu trouves que quand Gérard Larcher, avec la fonction qui est la sienne, explique
que Bruno Retailleau n'a pas la bonne ligne, en fait, alors qu'il a été élu démocratiquement par les militants et par les encartés du parti. Tu trouves franchement qu'il y a une cohérence dans ce parti? C'est plus possible. C'est plus possible. Moi, je suis d'accord avec vous. Les militants de chez LR, ils n'en peuvent plus. Ils attendent que Retailleau prenne le pouvoir pour de vrai. Je le redis, le péché originel, c'est d'avoir repris ce qui était parti, c'est-à-dire Bertrand et Pécresse. Vous qui étiez trop à droite, ils sont partis, vous voulez revenir, la porte est fermée. Et ils n'ont pas eu le courage de le faire. Et quand François Hollande, sur le tard, vient dire que l'accord d'Olivier Faure n'était pas assez clair... Excusez-moi, le bail n'est plus au PS. Mais non, déjà vous vous contredites. Non, mais contredisez, c'est plus fort. Oui, même en tant qu'armée, vous mettez. Mais non, c'est parce que François Hollande, une fois de plus, vous savez, il y a le en même temps, c'est Macron. Pardon. Non mais Philippe, moi j'interviens très peu, vous le savez, mais quand Olivier Faure dit pas en tout cas d'alliance nationale, c'est pas très clair non plus. Mais non, mais c'est volontairement pas très clair. Mais vous savez c'est pas d'alliance du tout ou des alliances, c'est pas que national. Vous savez ce qu'on dit chez moi dans les Pyrénées? Non, je ne sais pas. Pour le comportement d'Olivier Faure, c'est qu'il est franc comme un âne qui recule. Et quand un âne recule, vous avez... Donc vous allez dans le sens de Marie-Laure. Oui, mais sur ce point-là, mais sur le fait qu'ils ont de l'autorité, ils ont fait semblant d'abandonner l'autorité. Parce que je peux vous dire qu'un mec... Ah, ils ont fait semblant. Bien sûr, mais excusez-moi, Olivier Faure, c'est la franchise d'un âne qui recule et le comportement de Ponce Pilate. Pardon, ce que vous dites, c'est la clarté dans la confusion. Excusez-moi. Vous êtes seul contre vous-même. Pour que j'intervienne, il faut vraiment que ce soit... Non, alors je vais vous dire pourquoi, parce que ma pensée est complexe. Si je puis me permettre, il y a un autre élément qu'on ne prend pas en compte. Il y a d'abord évidemment une question de dynamique. C'est plus difficile de maintenir les gens ensemble quand on est un bateau qui coule que quand on est un bateau qui remonte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les partis aux extrémités de l'échiquier politique sont dans l'opposition depuis longtemps. Donc ils ont eu le temps de fabriquer. Ils ont eu le temps de fabriquer des leaders, des chefs. Le PS comme LR sont en déficit de chef. Mais totalement. Donc voilà, c'est quand même le problème pour moi principal, c'est que personne n'est capable de dire t'as fait ça, tu vires, tu dégages. Voilà. Tout est dit. Je veux dire, quand vous passez de François Mitterrand et Michel Rocard à Olivier Faure, ça prouve votre niveau d'effondrement. Quand même. Hein. Je ne crois pas. Je déteste quand on méprise la classe politique. Olivier Faure est tout sauf un imbécile. Olivier Faure n'est pas la classe politique d'abord. Et n'est pas la classe politique. Et deuxièmement, je vous le dis, c'est la franchise d'un âne qui recule avec le comportement de Ponce Pilate. Mais je pense que c'est pas ce qu'il voulait dire. Olivier Faure n'est pas un leader. Oui, alors ça c'est exact. Il n'est pas stratosphérique non plus intellectuellement, Philippe. Mais attendez, mon cher Michael, c'est ce qui a créé la dévastation du rapport entre le citoyen et la politique. Au contraire, le manque d'exigence intellectuelle vis-à-vis des hommes politiques a créé la dégradation du niveau politique. Oui, mais lorsque je vois des citoyens franchement bas de gamme, en effet, mais vous ne m'accusez pas d'être un citoyen bas de gamme. Moi, j'ai quand même quelque chose à dire. C'est fini, Cécile. 30 secondes, 20 secondes. Non, mais je veux dire, il y a dans les années 70, l'Assemblée nationale, c'était l'antichambre de l'Académie française. Il y avait les Pierre Messmer et autres. Bon, aujourd'hui, je suis désolée, il y a une partie de l'Assemblée nationale, je dirais pas laquelle, qui est l'antichambre du point de deal de la gare du Nord. C'est la responsabilité des électeurs aussi. Mais oui, peut-être, mais n'empêche que voilà, il y a une dégradation dramatique du personnel politique aussi parce qu'ils sont extrêmement mal payés. Oui, Stop, on n'a plus le temps. Non, c'est bon. Vous les avez rhabillés pour plusieurs hivers. Là, donc, dans un instant, on va vous parler des stations-service qui mènent une opération transparence. On va tout vous expliquer dans un instant. Comme ici, alors. Sud Radio. Parlons vrai. Cécile de Ménibus. Autour de nous aujourd'hui, il y a vous déjà au 0826 300 300 et merci de votre confiance au quotidien de Sud Radio. Parlons vrai et c'est le principe de cette émission aussi, avec de la joie et de la bonne humeur bien entendu, mais du débat quand même. Philippe Bilger est avec nous, Michael Sadoun est avec nous, Marie-Laure Buisson et tout de suite, chers amis, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et donc, alors que la guerre au Moyen-Orient fait flamber les prix des carburants, 1500 stations-service lancent une opération transparence pour dénoncer le poids des taxes. Jacques Vess est avec nous. Bonjour.
Bonsoir. Bonjour. Plutôt. Vous êtes président de la branche carburant de la Fédération nationale de l'automobile. C'est une belle et grande opération que vous menez. Déjà, on a envie de comprendre sur ce litre d'essence, quelle est votre part aujourd'hui de marge pour qu'on comprenne bien que finalement, vous ne vous en mettez pas autant dans les poches qu'on a l'air de le dire. Donc, c'est sur l'idée de Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes, on a fait un partenariat avec la FNA, la Fédération nationale de l'automobile. En fait, on a créé une opération transparence pour que l'utilisateur, le client, voit exactement ce qu'on gagne. C'est-à-dire, en moyenne, c'est une moyenne, entre 5 et 8 centimes à 2 centimes près. C'est-à-dire exactement, aujourd'hui, sur un litre de carburant, à 2 euros, l'État perçoit 1,17 €. Voilà. De taxes. Alors moi je l'ai effectivement sous les yeux. Pour un litre d'essence à 2 €, il y a le coût du produit qui est 0,70 70 centimes, le transport 0,06 centimes, la taxe 1,17 € pour l'État et la marge de la station-service 0,067 €. Donc effectivement ce qui est vraiment léger. Est-ce que aujourd'hui quand même vous vous en sortez financièrement ? Alors, on s'en sort, c'est-à-dire l'opération transparence, c'est pour bien montrer au client final que c'est pas nous qui nous gavons, quoi. En fait, simplement, on subit une situation. Moi, je me suis trouvé avec un gasoil bas parce que j'avais acheté au prix normal. Après, les prix se sont enflammés. À notre niveau, on a décidé de pas jouer la spéculation. Donc, on s'est trouvé avec un gasoil à 1,78 le litre pendant que les autres étaient à 2 €. Et demain, quand je vais racheter, moi ou les autres, on va prendre 30-40 centimes dans la vue. Ça fait qu'on va se retrouver avec un prix à la vente à 2,20 € ou 2,30 €. Voilà. Alors chez vous, l'essence est à combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, mon gasoil à la pompe, je parle que du gasoil parce que j'ai que lui que j'ai en tête, on est à 1,78 €. Oh, c'est pas cher. Alors qu'il est en moyenne à un peu plus de 2 € un peu partout en France. J'ai fait le plein ce matin. Il faut bien expliquer aux clients, comme on a un petit débit, on met longtemps à évacuer notre produit dans nos cuves. C'est ça le truc. Mais on a décidé de ne pas spéculer. Alors, on aurait pu le mettre à 2 €, personne n'y aurait rien vu. Mais c'est une philosophie, on a décidé de faire ça. D'autres l'ont fait, peut-être d'autres ne l'ont pas fait, mais le problème c'est que quand moi ou les autres, on va racheter du carburant, on va le revendre beaucoup plus cher parce qu'on va l'acheter beaucoup plus cher. Il y aura toujours cette marge de 8 centimes, mais on va être à des prix des 2,15, des 2,20, des 2,25, voilà. Alors, excusez-moi, il y a une chose que je comprends pas. J'ai fait le plein aujourd'hui, j'ai payé le gasoil 2,09 € et je n'ai rien compris parce que le gasoil premium, le B7, est désormais au même prix que le B10 qui est moins cher parce qu'il est moins taxé, parce qu'il y a plus de biocarburant. Comment expliquer qu'un gazole additivé est théoriquement plus cher, soit maintenant au même prix que le moins cher qui est théoriquement moins taxé? J'avoue, je n'ai rien compris et je l'ai quand même payé 2,09 € le litre. Parce que peut-être que le chargement n'a pas été effectué le même jour. Entre-temps, il y a eu une augmentation. Et la station où vous êtes servi n'avait pas besoin de ce gasoil, donc ils ont pris que de l'autre. Donc ils ont pris une augmentation dans les dents qu'ils ont appliquées. Simplement, ce sont des augmentations de prix qui se croisent. Oui, mais enfin, j'ai constaté que les pompes étaient toutes au même prix, à proximité les unes des autres. Donc je lui posais quelques questions en prime, quoi. Voilà. Mais après, c'est pour ça que nous, on a fait cette opération de transparence. C'est pour expliquer comment ça fonctionne. Voilà, demain, chez moi, mes clients, ils vont trouver un écart de prix énorme parce que je vais payer le gasoil beaucoup plus cher tout en gardant ma marge. Voilà. Mais Jacques Vess, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir des files énormes chez vous et qui vont vous... il y aura des pénuries. Je regrette de ne pas avoir fait le plein, là. Non, mais chez moi ou chez d'autres, il y a beaucoup de gens qui jouent le jeu. Mais le problème, où est-ce qu'on trouve la liste, Jacques ? Alors la liste, ce sont des indépendants. Elle n'est pas quantifiée parce qu'on a des adhérents ou pas. Mais c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on n'est pas cher. Moi, dans mon cas, c'est qu'on a voulu jouer la transparence et tout. D'où l'idée avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes de faire
de faire cette opération qui prend une dimension énorme et c'est très bien. Eh ben, en tout cas, on vous remercie parce que c'est une tempête, hein, cette essence. Et je rappelle quand même que le bioéthanol est toujours à 0,85 et ça, voilà, c'est plutôt pas mal. Merci en tout cas, Jacques Vest, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de la branche carburant de la Fédération nationale de l'automobile et cette belle opération avec l'association 40 millions d'automobilistes, 2500 stations-service aujourd'hui lance cette opération de transparence pour dénoncer le poids des taxes. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup. Dans un instant, le Flash Info et puis la météo et le coup de gueule de Philippe David. Ah non, il y a une petite rubrique avant. Ah bon ? Oui. Et pourquoi ? Les 3 insolites. Ah bon, je pensais qu'on allait le faire après. Ah bon, non, c'est maintenant. Bah si vous le dites, faisons-le. C'est pas Maxime. Non mais je vous crois. Ah oui, c'est maintenant. Ah bah d'accord. Ah mais vous êtes du côté de Philippe David ? Toujours. Ah, d'accord, ok, très bien. Pour une fois qu'il est honnête. Je vais noter votre nom, Maxime. Exactement. Maxime réalisateur, c'est mon nom de famille. C'est encore vous, décidément, il y a un dossier énorme. Incroyable. Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio. Alors, 3 insolites, il y a eu un scrutin de second tour qui a fait parler sur la BBC, la chaîne publique britannique, dans les médias canadiens, allemands, suisses. Alors, c'est pas Paris, pas Lyon, pas Marseille. Savez-vous quelle ville c'est ? Cette ville s'appelle Arcis-sur-Aube, 2800 habitants. Pourquoi ? Parce qu'il y a une triangulaire un peu originale avec un candidat qui s'appelle Charles Hitler. Qui est opposé à Antoine Renaud-Zelensky et une 3e candidate qui s'appelle Annie Souka. Et ça a fait parler jusque sur la BBC au Canada. Ils sont même allés filmer ce qui se passait dans cette ville. On peut dire que les patronymes étaient originaux. Enfin, sont originaux. C'est vrai que c'est pas banal. Et c'est la ville de Danton. Absolument. Eh bah dis donc. Ah bah il en a perdu la tête. Hein. Oh, mon Dieu. C'est toujours très original. Alors une chose incroyable aujourd'hui. Ça s'est passé aujourd'hui. Ne criez pas. Une intervention policière dans 23 pays pour démanteler un réseau. Ont été fermés 373 000 sites de dark web. Et vous savez quelle était la particularité de ces sites ? Non. Avec pédopornographie, etc. Il y avait un seul homme derrière, qui est en fuite. Alors évidemment, l'identité n'est pas révélée. Il a un mandat d'arrêt international qui le suit. Et il avait à lui seul 373 000 sites de dark web, ce qui est absolument impressionnant. Incroyable. Alors évidemment, a priori, il serait allemand, comme c'était tiré depuis l'Allemagne. Et une troisième info. C'est bien pire que de tricher au qui l'a dit. On est bien d'accord. Et la dernière info, on a repéré le Charles de Gaulle qui était en mission secrète. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un marin a fait son footing sur le pont en mettant son appli. Strava, absolument. Et donc, le Charles de Gaulle a été repéré. Je pense qu'il ne va pas avoir d'avancement par sa hiérarchie dans les années qui viennent. Je vous rappelle que ça a déjà été le cas avec le président. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3-4 ans, où effectivement... Autour de la DGSE. Ah, voilà. Boulevard Mortier. Un des OS courait sur Strava et voilà, c'était un peu... Bref. Donc le marin doit être en cale sèche, avec du pain sec et de l'eau et au fer. Est-ce que je peux annoncer le journal, le Flash dans un instant ? Oui, bien sûr. Et je peux annoncer la météo ? Et le coup de gueule de Philippe David ? Ce sera un coup de cœur ce soir. Ah là Mais j'ai tout faux ce soir. Parce que c'est vous qui avez voulu en plus. Tu vas pas remettre l'église au centre du village ? Ah, je vais mettre mieux que ça, vous allez voir. Merde. Il va me manquer un truc là. C'est vendredi et tout est permis. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant avec nos vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Enfin, on espère. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de nous jusqu'à 19h, Philippe Bilger est avec nous, Mickaël Sadoun, chroniqueur politique et consultant en communication, Marie-Laure Buisson, essayiste et présidente fondatrice de cette fondation, Marie-Laure Buisson. Et vous toujours 0826 300 300 avec Zach. On vous attend jusqu'à 19h au moins. Et tout de suite, c'est Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Et c'est l'inverse, c'est un coup de cœur ce soir. Oui, contrairement à d'habitude, je ne vais pas remettre le clocher au milieu du village, mais le mât des couleurs au milieu de la place d'armes d'un village du sud-ouest, Castelnaudary. Pourquoi Castelnaudary ? Pas pour vous parler cassoulet, mais pour saluer une très belle initiative prise par la Légion étrangère dont toutes les recrues
passent par le 4e régiment étranger basé dans la ville pour faire leur formation. En effet, le régiment a lancé un appel pour rassembler 50 ans de souvenirs et d'anecdotes pour fêter le demi-siècle de son arrivée dans la ville audoise. Et pour une fois, je ne vais pas râler mais pousser un coup de cœur pour cette arme mythique que nous envie le monde entier. Une arme composée d'hommes venus des 4 coins du monde qui souvent ne parlent pas un mot de français mais qui apprennent notre langue en même temps qu'ils apprennent à manier les armes, à combattre et à marcher au pas spécifique de la Légion étrangère qui est de 88 pas minutes contre 120 pour la régulière et 140 pour les chasseurs alpins et les chasseurs à pied. La Légion étrangère connue pour ses traditions avec parmi elles le képi blanc, le béret vert, le chapeau chinois et les pionniers reconnaissables à leur longue barbe, leur tablier de cuir et la hache sur l'épaule qui ouvre le défilé des légionnaires tous les 14 juillet sur les Champs-Élysées. La Légion étrangère connue pour ses chants comme évidemment le boudin réservé avant tout aux Alsaciens, Suisses et Lorrains puisque les Belges seraient des tireurs au cul. La Légion et ses batailles mythiques avec pour commencer Cameron où tomba le capitaine d'Anjou dont la main est gardée religieusement à Aubagne, Cameron où 65 légionnaires dont 3 officiers résistèrent une journée entière à plus de 2000 Mexicains. Après un dernier assaut lancé par les 6 derniers survivants en état de combattre, le légionnaire Cato recevant 19 balles pour protéger son sous-lieutenant, les légionnaires se rendent après avoir posé leurs conditions. Des conditions reçues par l'officier mexicain par ces mots: on ne refuse rien à des hommes comme vous. Tandis que le colonel Milan dira en voyant les survivants, mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons. On ne citera pas toutes les autres batailles de Narvik à Kolwezi en passant par Dien Bien Phu, mais on souhaite tout le meilleur au commandant David. Je n'ai aucun lien de parenté avec lui, soit dit en passant, chargé de regrouper ses souvenirs, et à son chef de corps, le colonel Delumeau. Vive la Légion. Et voilà. Madame la réserviste. Et marraine de la Légion. Moi, c'est évidemment Castelnaudary, c'est mon régiment. Voilà, je suis le grand bonheur d'être marraine des fortes têtes à Castelnaudary. Et je dois dire que ce sont des hommes que j'admire infiniment, que j'aime beaucoup. Et je le dis et je l'affirme tout le temps, les légionnaires sont des aristocrates. Voilà, ce sont des gens qui ont un code d'honneur, qui agissent avec honneur et fidélité, qui vous gardent dans leur cœur jusqu'à la fin des temps, qui sont des gens droits, ils sont extraordinaires et j'aimerais bien qu'un jour d'ailleurs on vienne tous à Castelnaudary, on fasse une émission spéciale de Sud Radio. Philippe il ira pour la bouffe, mais c'est sûr. Le cassoulet. J'ai un bon restaurant de cassoulet à côté. Ça m'étonne. Exactement. Mais vraiment, la Légion étrangère, c'est l'institution la plus géniale que la France ait eu le génie de créer. Voilà, c'était le roi Louis-Philippe en 1831 qui a créé cette institution formidable que nous envie le monde entier. 150 nationalités, des hommes qui viennent de partout, qui a priori n'ont rien en commun et qui, grâce à cet esprit de corps extrêmement puissant, après quelques semaines simplement d'instruction, arrivent à parler d'abord 500 mots d'un français rudimentaire qui leur permet de vivre et de combattre, et qui ensuite deviennent des frères d'armes à la vie et à la mort, et qui sont les plus fidèles des plus fidèles. Je les aime, je les adore et je suis fière d'être leur marraine. Voilà. Moi, j'ai fait 4 mois avec la Légion étrangère en documentaire, j'ai adoré. Ah bah oui. Et surtout, c'est peut-être pas tout à fait le sujet brillant de Philippe. J'aurais pu parler 2 heures de la Légion. Ça me permet d'être encore plus en opposition à tous ces courages rétrospectifs qui n'admirent pas suffisamment le passé héroïque de la France. Oui, qui ont l'air de dire en permanence, mais je l'aurais fait, n'est-ce pas? Moi, quand je suis extrêmement sensible aux héroïsmes, évidemment que je n'aurais pas accompli. Et en plus, cette épopée, c'est fabuleux. Puisqu'on a un nouveau porte-avions qui s'appelle le France Libre, voilà. Ouais. La France Libre, la première victoire de la France Libre, c'est quoi? C'est 11 juin 1942, Bir Hakeim. 13e DBLE de mémoire. 13e demi-brigade de Légion étrangère, donc la Légion étrangère, avec à sa tête celui qui deviendra le maréchal Koenig. Nous sommes dans les sables de la Libye, un petit fortin isolé, balayé par les sables, il fait une chaleur invraisemblable, et il y a 3826 Français, en tout cas légionnaires, il y a beaucoup d'étrangers aussi qui sont là, mais en tout cas sous le drapeau français de la première brigade des Français libres, 3826 Français qui résistent à
45 000 soldats des forces de l'Axe, c'est-à-dire des Allemands et des Italiens de la division Ariete, et Rommel, le renard du désert, qui est complètement défait par ces 3826 Français qui, en effet, étaient à l'époque, devaient être considérés comme des démons et qui sont extraordinaires, dont Pierre Messmer, qui était ensuite notre ministre de la Défense. Et la première victoire de la drôle de guerre, c'est à Narvik également, à la 13e DBLE pour... en 40. En 40, absolument. Avec le lieutenant-colonel Dimitri Amilakvari, prince géorgien. Et qui va mourir pendant la guerre également. Ensuite, il va mourir le 23 octobre 1942, près d'El Alamein. Absolument. Voilà. Oh non, je connais tellement moins de choses que vous sur ce sujet-là. J'écoute vraiment, c'est absolument passionnant. Simplement, en effet, ne laissez jamais dire que la France est un pays de lâches. C'est parfois ce qu'on écoute dans le discours courant, et c'est un élément de langage que je ne supporte pas. La France est un immense pays avec un glorieux passé. Et moi, je tiens à dire une chose. Si on va faire une émission à Castelnaudary, on y va, on amène Philippe Bilger et je balancerai ses tricheries, il verra les sanctions de la Légion, ce que c'est. Et je peux vous dire qu'il va pomper pendant toute l'émission, là. Laissez Philippe Bilger tranquille. Non, il faudra me passer sur le corps, Philippe David. Ne lui dites pas ça, ce sera vite fait. Sur le corps de la Légion étrangère. Oui. Surtout, ça pourrait être une récompense pour moi. J'ai changé la signification. Au moment où j'ai dit il faudra me passer sur le corps, j'avais en face de moi Madame Philippe David, et donc j'ai changé voilà. Qui est effondrée par la teneur des propos que nous tenons. Pardon. Ah bon, elle rit. Non, par contre, la remarque de Philippe Bilger me dit qu'on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Attends, il n'a pas besoin de rejaillir. Il jaillit tout le temps. Bah oui, toi qui l'accuse d'aller au Cap d'Agde tout le temps, je peux te dire qu'il est peut-être plus en forme. Non, s'il vous plaît. Beaucoup, au dernier moment, ça va jaillir. Je vous demande de vous arrêter, sinon on va mettre un carré blanc, je vous le dis. Les amis, dans un instant, nous allons nommer un ministre, donc s'il vous plaît, un peu de tenue. Et ce sera un ministre de la ruralité, et après le fameux, mesdames et messieurs, The Kiki c'est qu'il a dit dans un instant. Et honnête. En tout cas, attention. Le doigt sur la couture. À tout de suite. Sud Radio. 8h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus, les vraies voix, comme tous les jours de 17h à 19h. C'est toujours un plaisir en tout cas d'être avec vous tous les jours. Et dans son parcours en tout cas avec François-Louis Bourneau et Philippe David. Nous sommes allés à Aubagne. Ils sont allés à Aubagne, mais surtout vous êtes allés à la rencontre de nos auditeurs, Philippe. Absolument. Et ça a été un plaisir. On a été à Aubagne, on a été à Téhéran, juste à côté de Montpellier. On est allé à Toulouse, on est allé à Foulayron, à côté d'Agen. Et il y a une semaine, on était à Bordeaux, juste à côté de la gare Saint-Jean. Et c'était un régal. Voilà, et en tout cas vous avez eu des remontées comme quoi ils aimaient les vraies voix, et Sud Radio. Absolument, et on les embrasse, bien sûr. Et très bien. Philippe Bilger est avec nous. Par contre, ils sont tombés de haut, à mon avis, en apprenant les tricheries au qui c'est qui l'a dit. Ça, je pense que c'est le choc. Je comprends même pas qu'il n'y ait pas des jeux de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Trump vient de faire un communiqué. Ah bah, il a raison. On attendait quelqu'un d'autre, mais on l'a eu Trump, en tout cas. Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur politique et consultant en communication. Bonsoir. Marie-Laure Buisson, essayiste et présidente fondatrice de la Fondation Marie-Laure Buisson. Et tout de suite, si vous étiez ministre... Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez ministre de la ruralité, Damien est avec nous de Castanet-Tolosan. Bonsoir Damien, bienvenue. Bonsoir les vraies voix. Bonsoir. On est très heureux de vous accueillir, monsieur le ministre. On a envie de parler de la ruralité. On est en pleine période de municipalité. La ruralité n'est pas loin, forcément. Quelles seraient vos premières propositions? Je pense que la première proposition, c'est de regarder, qui dit élection, dit regarder vers l'avant, vers demain. Et les citoyens de demain sont les enfants. Donc je pense qu'il y aurait il y aurait un vrai travail à faire de rééducation avec les enfants sur qu'est-ce que la ruralité. Parce que c'est ce qui représente la majeure partie du territoire français. Absolument. Donc il y aurait, par exemple, soit la création d'une vraie matière, soit des stages ou ce genre de choses. Et actuellement, il y a un vrai fil, mais ça me permet aussi de faire un clin d'œil à mon ami Jérôme Weil et à Édouard Bergeon. Il y a un vrai film ambassadeur du monde rural qui s'appelle Rural. Ouais. On les a reçus d'ailleurs dans les vraies voix. Ouais. Je me souviens très bien. Super film.
Et j'invite aussi beaucoup le plus grand nombre à aller le voir. Malgré le fait qu'il fasse beau et que ça ne soit pas évident d'aller dans des salles obscures actuellement. Mais j'invite le plus grand monde à y aller, ainsi que les enfants. Mais Damien, est-ce que dans la ruralité, aujourd'hui, il y a encore cette notion de valeur, la valeur travail, valeur familiale? Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu le sanctuaire des valeurs que sont la famille, le travail ou d'autres, ou la religion, qui, sans rentrer dans un débat à ce niveau-là. Mais du moins pour ce qui est des valeurs travail et famille, je pense que c'est bien à la campagne et dans le monde rural qu'on le retrouve encore plus, quoi. Philippe Bilger. Monsieur le ministre, en dehors du monde agricole, quels sont à votre avis les plus grands maux dont souffre la ruralité? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité? Je pense qu'il faudrait... on parle de décentralisation sur le plan politique, mais je pense qu'il y a une centralisation des pôles d'intérêt à mettre en place. Parce que qui dit rendre la ruralité attrayante et vivante, il faut donner aussi accès aux services au plus grand nombre. Je pense aux services de santé, aux différents commerces qui font le maillage du monde rural, les petits commerces, qui sont pas des grands pôles qui sont pas des grands pôles commerciaux, mais une boulangerie, une boucherie, une supérette. Une supérette, voilà. Qui en fait vivent. C'est pour ça que le monde agricole est très et le rouage est un des rouages les plus importants, parce qu'au final, quand on regarde ces petits commerces qui font notre quotidien, sont souvent approvisionnés par qui? Par les agriculteurs. C'est vrai. Donc je pense que remettre du lien entre tout le monde au niveau de la ruralité, c'est hyper important. Michael? Oui, moi je suis un vrai citadin parigo, né à Paris, etc. et tout, donc je connais mal ce monde, mais je me sens très proche, je dirais, par les valeurs qui sont plutôt conservatrices du monde rural. Je trouve que l'homme est meilleur quand il se rapproche de sa nature et de la nature en général, et j'entendais une fois Michel Onfray qui disait qu'il avait fait la majorité de son éducation simplement en étant proche de la nature, en comprenant les fleurs, les cycles, tout ça. Je pense que ce serait vraiment très utile, en effet, de rapprocher les enfants de tout ça et que ça donnerait des bonnes valeurs, oui. Marie-Laure Buisson. Pardon, allez-y, monsieur le ministre, pardon. Je vais poser un petit débat philosophique, mais est-ce que l'homme n'a pas oublié qu'à la base, il est un animal, sous prétexte qu'il a une conscience? Ah bah, plus que d'autres. Bah, c'est vrai. Et pour vous rejoindre sur ce que vous disiez, l'animal vit où? Dans la nature, il vit pas sur des blocs de béton. Et on est bien d'accord. Ouais, non, mais je suis 1000 fois d'accord. Je suis d'accord avec vous, cher monsieur le ministre. Je pense que d'ailleurs, en fait, le patrimoine affectif français est totalement tourné vers la paysannerie, vers ce que vous représentez, vers les valeurs que vous affichez et qui nous font honneur. Et d'ailleurs, mais à chaque fois que moi je vais dans un musée, je vois des tableaux, par exemple l'Angélus de Millet, on voit des paysans qui prient, les tableaux de Gustave Courbet, tout ça c'est quoi? C'est notre histoire, c'est notre patrimoine, et c'est la paysannerie, c'est vous qui avez fait la France, c'est vous qui avez fait de nous ce que nous sommes, et donc en maltraitant la paysannerie, dans le fond, on s'ampute d'une part importante de notre histoire. Il faut pas oublier une chose, c'est que le corps humain, pour vivre, il a besoin de 3 choses. Le premier ingrédient, c'est l'air. Parce que pour tout métabolisme, il faut de l'air. Le deuxième ingrédient essentiel, c'est de l'eau. Et le troisième, c'est la nourriture. Quel autre lieu plus béni sur ces 3 éléments que le monde rural pour trouver des éléments purs et de qualité? Eh bien, exactement, monsieur le ministre. Bravo, merci beaucoup, Damien. Il y a l'amour aussi. D'avoir. N'oubliez pas l'amour. L'amour dans les champs. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Damien, d'avoir joué le jeu d'un si bon ministre de la ruralité. Vous restez avec nous tout de suite. C'est le qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ah, mon Dieu, qui c'est qui l'a dit? Attention, écoutez bien, Emmanuel Grégoire entend des voix. Knafo. Bonne réponse. Philippe Bilger a été un peu plus rapide. Exactement. Qui c'est qui l'a dit? Bruno Retailleau entraîne la droite dans une alliance avec le Rassemblement National. Grégoire. Non. Non. Fort. Bertrand, non? Non. Ce matin sur Sud Radio. Allez, au Mans. Bonne réponse de Marie-Laure Buisson.
Qui c'est qui l'a dit sur le Moyen-Orient que les armes se taisent? Ça pourrait être Macron. Le pape. Bonne réponse dans Emmanuel Macron. Tout à fait la voilà même un chose. vœu qui risque d'être réalisé rapidement. Qui c'est qui l'a dit? Monsieur Retailleau va bientôt avoir exclu plus de gens des Républicains que d'OQTF lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Oh, c'est Bardella, ça. Bonne réponse de Mickaël Sadoun. Ça réagit vite ce soir. Dès que j'ai une bonne réponse. Qui c'est qui l'a dit? Le PS est en train de se sacrifier lui-même. Olivier Faure se comporte comme le fossoyeur de la gauche aujourd'hui dans notre pays. Glucksmann? Non, c'est une femme. Une femme Oui. Delga? Non. Pas le même parti. Non. Elle a été au porte-parole. Oui, du gouvernement. Ah oui. Priscatello. Bonne réponse. Là, c'est Mickaël Sadoun. Et pourtant, elle n'est pas bonne. Député Renaissance. Qui c'est qui l'a dit sur Benoît Payan? Cet arrogant mère pochette surprise de Marseille. Ça pourrait être de Logu. Non. Alizio? Non. C'est plus haut, Mélenchon. c'est plus Pas haut. bonne réponse, Jean-Luc Mélenchon. Il Jean-Luc fallait aller Mélenchon. vers le grossier, quoi. Ouais. Oui, c'est fin comme du Mélenchon. Ah, C'est à moi. vous. Question Oui. qui c'est qui l'a dit? On peut s'engager pour sa ville et pour son pays. Certes. La réponse viendra Il y a- quand il y a- on pense aux ambitions Il de y a l'intéressé. ce que j'allais. il y a- Édouard Philippe. Oui, Édouard- bah évidemment. J'ai trouvé que le Bien message joué. subliminal Ah ouais. était... Ouais. Qui c'est qui l'a dit? Rachida Dati est la candidate de l'extrême droite. Bah, Grégoire. Bonne réponse. Mickaël Sadoun a été un poil plus rapide. hein. Allez, et la dernière, qui c'est qui l'a dit? Nous restons constants sur notre soutien à Christian Estrosi. Bertrand. Non. Larcher? Non. Larcher. Non. Non Larcher. plus. Non. Comment il s'appelle? Geoffroy Didier? Bonne réponse de Mickaël Sadoun. Ouh là là. C'est un Ça carton. va être dur. Je crois qu'il y a 4. 4-4. 4. Eh oui. En flûte. Tu me fais... Voilà. Allez, un point d'écart. Il faut faire des alliances comme en politique. Je cède mon point à qui voudra. Ah ben, allez-y, je suis beaucoup négocier, plus hein. offrant. J'aurais été tellement fier de gagner ce jeu pour une fois honnête, ma chère Cécile. Bah oui, bah écoutez. Bah la preuve que quand c'est honnête, vous gagnez pas. hein. Tu vois, c'est honnête, je reviens dans Maintenant la que, vous me course. maintenant que vous me le dites, vous avez répondu à une question qui valait 2 points, Philippe Bilger. Ah, bien entendu. Allez, vous Le restez avec cartel nous. de Sud Radio. Vous revenez, on revient avec vous dans un instant avec la question du soir. 3 animateurs ont été suspendus mi-février dans le 14e arrondissement de Paris suite à des signalements de violences sexuelles. Avec cette question du jour, Philippe. Violence sexuelle dans le périscolaire à Paris, y a-t-il eu une omerta? Eh bien, vous dites oui à 99%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On en parle avec vous dans un instant. Sud Radio. On vous espère en forme, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Avec autour de cette table, mon cher Philippe, des invités de choix. Philippe Bilger, président de l'Institut de la parole et au comportement douteux au qui c'est qui l'a dit. Non, c'est vrai, vous pouvez pas dire ça, c'est pas vrai. Ah non, vous pouvez pas dire ça. Et aux tricheries avérées au qui c'est qui l'a dit. Non, il n'a jamais triché. Émanant d'un tel arbitre, c'est Mais non, plutôt un bah non, élan. non. Non, vous pouvez pas dire ça. Mickaël Sadoun, la Non. probité incarnée. Un invité de choix. Et Marie-Laure Buisson, la probité incarnée, évidemment, pour la marine de la Légion, c'est obligatoire. Ah oui. Moi, Vous, incarnée, Cécile, gracieuse. j'aurais de la compassion pour vous, puisque c'est le vice inhérent à Philippe Bilger qui vous a poussé à lui donner des réponses quelquefois. écoutez, je mets en jeu justement ma personnalité, ma probité à l'endroit de Philippe Bilger. Voilà, pour lui, voilà, pour Vous êtes voilà, adorable. le canoniser. Vous Voilà, c'est faites tout. don de votre corps à la... Non, mais n'exagérez pas non plus. Mais vous arrêtez, tu moi je pousses vais le la bouchon, protéger, Cécile. N'exagérons pas non plus. Elle Non, a- mais c'était historique. hein. elle a- Non, vous pensiez qu'elle fait donc sa personne à la France. Vous Oui, allez le dire. Marie-Laure. J'ai le dos large, mais quand même. Soyez les bienvenus. Tout de suite, c'est la question du soir. Eric vit dans l'angoisse, celle que sa fille de 5 ans ait pu être victime de violences sexuelles à l'école. On vous dit, il y a peut-être un danger pour vos enfants, surveillez-les. On n'a pas d'informations sur les risques psychologiques, on n'a pas d'informations sur les mesures qui sont prises et surtout qui auraient pu être prises. C'est des charlots à un moment. Pour le prochain animateur, le recrutement, est-ce qu'on va être rassuré? On ne sait pas. J'ai plus confiance. Si les 3 animateurs visés par l'enquête en cours ont été suspendus à titre conservatoire, aucun d'entre eux n'est mis en examen à ce stade. Les vraies voix Sud Radio.
Et pourtant, ça vient de tomber dans le Parisien à l'instant. 3 hommes, dont 2 animateurs périscolaires, interpellés pour agression sexuelle sur 12 enfants à l'école. 0826 300 300. Sarah est avec nous. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir David, bonsoir à toute l'équipe. Et notre question, chère Sarah, était les violences sexuelles dans le périscolaire à Paris. Y a-t-il une omerta selon vous ? Bien sûr qu'il y a une omerta, mais de toute façon, il suffit de lire la loi. Parce que tous les gens qui râlent maintenant et qui demandent des commissions parlementaires, ils oublient que c'est les députés qui ont voté la loi de juillet 2013 qui permet d'étendre les activités périscolaires à raison de 20% à des gens dont on ne sait absolument rien. Alors que l'éducation nationale manque de moyens, qu'on a des professeurs formés, mais au lieu de ça, on fait n'importe quoi comme d'habitude. Moi, je vous invite à lire dans le même code de l'éducation où il y a cette loi qui permet de faire n'importe quoi, vous avez un article qui dit que l'enfant a droit à la meilleure éducation possible. Or, en France, c'est exactement le contraire et personne ne bouge. Alors, il serait temps qu'on bouge, effectivement. Philippe Bilger. Sur un certain plan, Michel Rocard a été un peu mon maître, non pas à penser, ce serait trop dire, mais à m'émouvoir. Il avait dit une phrase très juste qui s'applique à tous les scandales français. Parfois, on a tendance à parler de complotisme et de malfaisance, alors que c'est tout simplement la paresse et l'incurie qui sont à la base. Et je suis persuadé, mais je ne connais pas le détail de ce scandale épouvantable, je suis persuadé que derrière, il y a moins de malfaisance que de passivité et peut-être d'indifférence. J'ajoute que la question de Sud Radio est pertinente, mais le score fabuleux qu'elle recueille ne m'étonne pas. En France, quand on pose une question de cette nature, les gens sont persuadés qu'il y a un complot. On en a beaucoup parlé lors d'un récent débat. On en parle, les principaux candidats à Paris ont admis la réalité de cette tragédie collective, de cette absence de discrimination. C'est un scandale. Maintenant, j'espère qu'on va enfin prendre la mesure. Oui, enfin, alors désolé, hein, je rebondissais sur ça parce que en effet, il faut toujours préférer la paresse ou la bêtise au complot volontaire. Mais franchement, quand on est responsable politique, il y a quand même le mot responsable dedans et on a le devoir que de ne pas être passif devant ça. Et désolé de te dire que ces activités du périscolaire sont quand même prises en charge par la mairie de Paris et pas par le ministère de l'Éducation, donc ils sont pleinement responsables sur ça. C'est la DASCO, donc la direction des affaires sociales, qui s'occupe de ça. Et franchement, on aurait pu comprendre pour un cas, mais quand c'est répété et qu'on voit de plus en plus en fait de cas qui sont en train de sortir et qu'en fait ça s'est fait à l'échelle massive, permets-moi de penser aussi qu'il y a une certaine complaisance, je dirais même historique, de cette gauche socialiste mondaine citadine vis-à-vis de ce genre de scandale, de Daniel Cohn-Bendit à Jack Lang. Voilà, donc je n'en dirai pas plus. On verra après comment sont réparties les responsabilités, mais désolé de te dire que j'y vois quand même un trait culturel de la gauche. Alors, moi, je voudrais réagir à ce qu'a dit Philippe Bilger, qui dit il y a pas, tout le monde a l'impression maintenant de 2 jours qu'il y a des complots, il n'y a pas forcément de complot. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas eu un complot en amont, mais il y a peut-être un complot en aval, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème, c'est pas qu'il y a eu une omerta. C'est pire que ça, c'est qu'il y a eu dissimulation, il y a eu une conspiration du silence. Voyons les choses. De quoi parle-t-on ? On parle de 14 000 personnes qui travaillent dans le périscolaire à Paris. D'accord ? Sur ces 14 000 personnes, il y en a 11 000 qui sont des vacataires, qui sont recrutés. Recrutés comment, cher Philippe Bilger ? Moi, vous êtes père de famille, je suis mère de famille. On pourrait s'attendre à ce qu'ils soient recrutés sur la base d'un diplôme. Voilà. Après avoir vérifié qu'ils ne sont pas dans le fichier des auteurs des infractions à caractère sexuel. Et que je vous coupe ce qu'on demande pour un simple entraîneur de football ou de tennis. Voilà, bien et que sûr. Par ailleurs, ils n'ont pas de casier judiciaire. Ce qu'on demande, cher Philippe David, à un taxi, par exemple, un chauffeur de taxi au moment. Eh bien, rien de tout cela. Rien de tout cela. Et j'ajoute enfin que naturellement, les pédophiles vont rarement demander des jobs dans les EHPAD. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qu'il est clair
que quand il s'agit de travailler avec des enfants, vous pouvez être sûr que ce soit dans les colonies de vacances ou dans le périscolaire, que tous les pédophiles vont se présenter à la queue leu-leu. Donc si en plus on fait pas de vérification, on leur demande pas leur diplôme, et ben c'est bingo. Donc non, il n'y a pas eu de complot en amont. Je suis d'accord avec vous, ce serait trop atroce de penser ça. En revanche, qu'il y ait eu une dissimulation, une conspiration du silence en aval, oui. Et la gauche parisienne aux manettes à la mairie de Paris est responsable de ça. Alors moi je suis d'accord, et le pire, moi je pense pas du tout à un complot, je pense à une omerta qui a été faite a posteriori. Je prends un exemple, un animateur qui est visé pour 3 plaintes pour viol sur un enfant de 3 ans. Il y avait déjà eu des violences et des actes déplacés qui lui étaient imputés, et qu'est-ce qu'il avait été ? Il avait été, a priori, changé d'établissement. Muté ailleurs. C'est exactement ce que faisait l'Église catholique. Quand un curé tripotait ou violait des gamins dans un endroit, on l'envoyait à 300 km, et il allait... Et je trouve ça tellement honteux. Moi, je crois pas une seule seconde au complot. Grave. Le complot, je n'y crois pas. Je crois à un système où il y a des gens qui avaient des travers, qui sont arrivés à se faire embaucher, parce que quand même, c'est Sylvain Maillard qui l'a dit, sur 200 personnes embauchées, il y en a 75, c'est-à-dire un peu plus du tiers, ça fait 37-38% de têtes qui ont quand même des affaires douteuse. Mais pourquoi n'a-t-on jamais demandé, comme ils l'ont fait avec le maire de Pau, avec notre ancien Premier ministre, avec l'affaire Bétarame, tout le monde demandait sa démission, ce qui n'a jamais été le cas, en tout cas pour la mairie de Paris et les responsables à la mairie de Paris. Ça, je te le fais pas dire. Là, c'est ce que mon ami Gilles-William Golnadel appelle le privilège rouge. Voilà, dans le cas de Bétarame, c'est un cas qui vise évidemment plutôt l'Église catholique, etc. Donc c'est plus facile d'attaquer. Là, il se trouve que c'est la mairie de gauche parisienne, donc il y a une certaine peut-être complaisance des médias vis-à-vis de ça. Voilà, bien sûr, ce sont les gens de bien, c'est le camp du bien, c'est le camp de la morale, donc c'est formidable. En même temps, comment expliquez-vous, Marie-Laure, que ce que vous avez dénoncé est en effet un scandale, qu'on n'ait jamais pris la précaution d'embaucher des gens en qui on avait toute confiance? Pourquoi il y a eu de la part de tout le monde si peu d'exigences? Parce que c'est mal géré, Philippe Bilger, c'est mal géré. Il y a je ne sais plus combien, 400 personnes à la communication pour faire un communiqué par semaine, parce que c'est géré n'importe comment, que c'est que du clientélisme, que c'est un énorme bateau qui de la part des autres forces parisiennes, je n'ai pas entendu depuis des années véritablement d'exigences. Alors je crois que l'opposition depuis 2015 demande depuis 2015 demande à gérer ce problème. 2015, c'est il y a 10 ans. Oui, bien sûr. Non, mais ils le géreront pas davantage. Enfin, excusez-moi, mais le problème de fond, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a un ministre qui a dit il n'y a pas besoin de diplôme pour enseigner à des enfants de maternelle. On recrute n'importe qui, c'est même pas un complotisme, comme il David très justement, c'est une incurie complète, et les enfants ne sont pas à l'abandon, mais même pas seulement en maternelle. On recrute sur le Bon Coin, en collège et en lycée. On recrute n'importe qui sur un entretien de 20 minutes. Avec les adolescents, ça fait des ravages tout aussi considérables. Il y a un je m'en foutisme complet pour l'éducation qui n'intéresse pas les politiques, parce que pour un politique, il faut être élu à 3, 4 ou 5 ans, et que l'éducation, c'est sur 20 ans. Ça n'intéresse personne. Mais aussi moi, j'ai une pensée pour les parents aujourd'hui. Et pour les enfants aussi. C'est des fonctions aussi dans lesquelles il n'y a plus de moyens du tout, donc malheureusement, mais moi je suis d'accord, il ne faut pas cette adaptation législative que vous venez de dénoncer. Il y a tellement de responsabilités, c'est tellement grave qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Mais du coup, ils finissent par prendre n'importe qui, parce qu'il n'y a pas de moyens pour recruter des profils formés, expérimentés, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on investit beaucoup, et à juste titre, sur l'enfant, mais donc je vais finir on n'investit plus tellement sur l'enfant. Penser que, en effet, il y a une culture de gauche qui continue dans une lignée très trouble à considérer que l'enfant n'est pas à préserver prioritairement. Bien entendu. En tout cas, il est certain qu'il va falloir que ça change. Ça. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Je suis pas sûr que ça change tel que. J'espère que ça changera dimanche. Non, mais il y a une question qui se pose. Je pensais pas à ça. Je disais, il va falloir en général que tout ça change. Bien sûr. Comme on le disait, il y a une question qui se pose inéluctablement. Comment ont été faits les recrutements ?
Qui les a faits? Comment expliquer que quand des personnes, on avait des doutes sur elles, on les échangeait d'établissement? Moi, je parle pas de complot, il y a même des avocats de familles de victimes qui disent qu'il y aurait carrément limite des réseaux au moins un réseau qui se serait mis en place. Bien sûr. Je pense que ce type d'avocat de la défense, c'est pas celui qui parlait au procès en appel des meurtriers de Samuel Paty, enfin du réseau qui était dans l'outrance. C'est dit de manière pensée, c'est de manière réfléchie, c'est pas en criant dans une salle du palais de justice, d'accord, ou dans le couloir du palais de justice. Et il va falloir éclaircir tout ça. Bien sûr. Mais pourquoi y a-t-il eu du silence pendant des années? Pourquoi? Ça, c'est quand même la question qui mérite d'être posée. Et pour terminer, je le dis, quand un club de rugby, de foot, de tennis, de ce que vous voulez, recrute un éducateur, il doit avoir le certificat éducation nationale qu'il n'est pas fiché pour avoir eu des comportements envers des mineurs. Même s'il entraîne des mecs de 16-17 ans qui sont plus baraqués que lui, par exemple, au rugby ou au foot. Comment expliquer ça? Au même titre que tous ceux ont demandé, en tout cas à l'endroit de Betaram, c'était la même chose. Il fallait rendre des comptes aussi d'une manière ou d'une autre. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Sarah pour votre appel. Dans un instant, la petite phrase du jour, c'est Antoine Léaumont, député LFI de l'Essonne, qui était l'invité politique ce matin face à Maxime Liédot sur Sud Radio. On revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, des gens sympathiques, intelligents, cultivés. Oui. Vous avez remarqué, j'ai pas dit de nom. Non. C'est de Ménibus. Non, Philippe Bilger. Comme ça, on peut s'attribuer. C'est ça. De toute façon, on est mieux servi que par soi-même. Même si je pense que certains ne sont pas totalement intègres. Ouais. Et c'est une autre histoire. Mais en fait, vous êtes un complotiste, Philippe. Ça y est, vous vous bilgérisez. Philippe Bilger est avec nous, Michael Sadoun, Marie-Laure Buisson et Philippe David, bien entendu. Et tout de suite, la petite phrase du jour, c'était... Les vraies voix Sud Radio. Allez-y. Vous pensez vraiment que si la France insoumise arrivait au pouvoir, nous menacerions les personnes juives dans notre pays? Bien sûr que non. Ce que nous ferons, c'est que nous augmenterons le SMIC aussi pour les personnes juives. C'est que nous ferons aussi la retraite à 60 ans pour les personnes juives. Et donc c'était Antoine Léaumont, député LFI de l'Essonne, qui était l'invité politique ce matin de Maxime Liédot sur Sud Radio. Philippe Bilger. Là, je suis un peu gêné parce que Antoine Léaumont a toujours suivi à la seconde près tout ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Il l'a toujours approuvé, même dans ses propos les pires. Mais là, comment dire, si on prend ça à la lettre, c'est totalement scandaleux. Mais je crois, me semble-t-il, que ça relève plus d'une maladresse que d'une malfaisance. Mais je peux avoir totalement tort. Moi, je crédite Jean-Luc Mélenchon d'assez d'intelligence pour être volontaire quand il tient des propos antisémites. C'est pas le cas de Léaumont. Léaumont, très franchement, je vous avoue que je plaide plus pour la médiocrité. Je pense que c'est quelqu'un qui est incapable de formuler ses idées. Je pense d'ailleurs, je sais même pas s'il a des idées. Il en a, mais bon. Je pense qu'il s'est rendu compte peut-être 2 ou 3 minutes après qu'il avait dit une bêtise quand il a dit les juifs aussi auront une augmentation du SMIC. Pour lui, c'était peut-être une manière de dire qu'il voit les choses d'un point de vue social et pas d'un point de vue ethnique ou racial ou religieux. Mais si vous voulez, c'est aussi le problème avec la bêtise, c'est qu'il y a un moment où on peut plus l'excuser parce que elle est récupérée parfois par des gens qui sont moins bêtes ou en tout cas plus mal intentionnés. Ce sont des gens qui ont une tribune, lui parler des juifs, surtout. Alors, oui, moi je pense que, en tout cas, je constate que le grand rabbin Chaim Corsia n'est pas d'accord avec vous parce qu'il vient de faire de tweeter une réaction il y a 15 minutes. Oui, enfin quand même, il y a 15 minutes, il vient de tweeter une réaction en disant que LFI soutiendrait que les personnes juives seraient une sous-catégorie de citoyens. Alors, moi, j'ai tendance à être d'accord avec lui. Je trouve que moi, je trouve. Non, mais. On l'attendait, cette réaction. On se comprend. Voilà. Je trouve scandaleux les propos qu'ont tenus ce matin M. Léaumont. Et je trouve que, en fait, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que, quelque part dans sa tête, ça donne un peu comme une imagerie médicale, ça donne un IRM de ce qu'est son cerveau. Et en fait, c'est son subconscient qui sont sur moi qui a parlé. Et quelque part, dans sa tête, les Juifs sont pas exactement comme les autres et il a besoin de les distinguer. Ça me rappelle cette phrase de Raymond Barre, quand il y avait eu le fameux, cette phrase malheureuse de Raymond Barre, quand il y avait eu le fameux attentat de la rue des Rosiers, qui avait dit... Rue Copernic. Rue Copernic, pardonne-moi. Rue Copernic, qui avait dit, ah bah oui, alors il y a eu tant de... Alors, il y a eu... Qui ont visé des Juifs qui ont visé des Juifs et qui ont touché des
victimes innocentes. Bon, ben voilà, mais c'est ce genre de maladresse qui en fait exprime quelque part la façon dont son cerveau est configuré, c'est-à-dire que les Juifs ils sont quand même pas tout à fait comme les autres, mais bien sûr. Attendez, moi cette interview, je vous assure, moi je crois beaucoup à la bêtise. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Et je pourrais parler d'autres à la France Insoumise, dont je pense qu'ils sont explicitement mais l'un n'exclut pas si on l'autre. parle de Guiraud, je pense qu'il est très antisémite. Mais Léo Mans, j'en sais rien. Non mais moi cette interview était lunaire. On écoutait Maxime Guédot parce qu'il y a eu cette affaire qui a été lacmée, mais il y a quand même eu sa définition du fascisme. Alors il a défini le fascisme de telle manière que finalement on dit tiens, Mélenchon est un fasciste. Ça m'intéresse. Alors oui, c'est ce qui divise les gens. Alors dans ces cas-là, selon l'ethnie, selon etc. Et et une phrase terrible sur le tête de liste LFI à Argenteuil qui a été condamné pour avoir tapé sa femme. Il dit mais attendez, moi il n'y a pas de problème parce que nous on croit à la rédemption à la France insoumise. Les mêmes que si un type a fait un tweet un peu douteux qui est candidat du RN ou de LR il y a 10 ans, là ils diront qu'il n'y a aucun pardon. Il croit à la rédemption, mais Marine Le Pen est responsable des Waffen-SS qui ont fondé le Front National il y a 50 ans. Il y a raccord, c'est Quatennens, c'est la jurisprudence Quatennens. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Mickaël Sadoun, merci beaucoup Marie-Laure Buisson. Si vous le bien-être dans les immeubles, vous voulez des infos, c'est Thomas Binet qui vous explique tout dans les incontournables de la copropriété. On revient dans un instant.